Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, ce convoi de plusieurs dizaines de camions-citernes incendiés au Mali, une attaque attribuée au JNIM. Le groupe djihadiste mène de nombreuses opérations comme celle-ci et qui ont entraîné des pénuries de carburant dans la capitale malienne. Explication à suivre. Nous parlerons du traitement des déchets au Cameroun. Face à l'explosion des ordures dans les rues de la capitale, les autorités ont décidé de lancer une campagne Yaoundé, ville propre, reportage à suivre. Et c'est une course qui fait rêver certains et questionne beaucoup d'autres. Ce samedi soir, focus sur l'Africa Eco Race 2026 avec Elodie Medj, une coureure justement, qui est dans une aventure familiale et humaine, mais qui interroge aussi sur la place des rallyes en Afrique. Et nous l'avons reçue plus tôt avec notre chroniqueur sport, Cédric Ferreira. On ouvre ce journal en allant au Mali où un convoi de plusieurs dizaines de camions-citernes a été incendié ce jeudi. Une attaque attribuée aux djihadistes du JNIM, affiliés à Al-Qaïda, depuis le mois de septembre. Ce groupe mène de nombreuses opérations de ce type qui entraînent des pénuries de carburant dans la capitale Bamako. Explication avec Nicolas Chamontin. De longues files d'attente devant les stations-service et des conducteurs désemparés. Des scènes de plus en plus fréquentes à Bamako, soumises à des pénuries de carburant. Cette pénurie nous met considérablement en retard. La moto est aujourd'hui notre outil de travail et toutes nos activités sont liées au carburant. Nos affaires sont aux arrêts et ça a des conséquences graves. Enclavé, le Mali doit importer des hydrocarbures par la route, notamment en provenance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mais les convois de camions-citernes sont régulièrement attaqués depuis septembre, ce qui perturbe l'approvisionnement. Derrière ces embuscades meurtrières, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JNIM, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda et qui affiche clairement son ambition, asphyxier l'économie malienne. L'armée escorte les convois avec l'aide du groupe paramilitaire russe Africa Corps. En novembre, le chef de la junte militaire exhortait la population à réduire ses déplacements. Ceux qui sortent 10 fois par jour avec leur voiture ou leur moto doivent comprendre que nous traversons une période difficile et qu'il faut voyager moins et éviter les voyages non nécessaires. Ces dernières semaines, l'approvisionnement en carburant s'était amélioré à Bamako. L'attaque de jeudi montre que le JNIM est toujours actif dans le pays. Les autorités assurent toutefois disposer d'assez de stocks pour subvenir aux besoins. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un glissement de terrain a endeuillé la cité minière de Rubaya. Ce site stratégique qui produit jusqu'à 30% du coltan mondial est aux mains des rebelles du M23. Les corps de plusieurs mineurs artisanaux ont été retrouvés sous les décombres. Le bilan, même s'il n'a pas été communiqué pour l'instant, on dénombre au moins 200 morts. Et malgré le drame, les pioches n'ont pas cessé de frapper la terre. Allez, je vous emmène au Cameroun pour vous parler du traitement des déchets. À Yaoundé, par exemple, on estime à près de 700 000 tonnes les déchets solides à traiter par an. Quand le ramassage ne suit pas, la capitale revêt des allures de poubelle à ciel ouvert. Et pour y remédier, le gouvernement vient de lancer une toute nouvelle campagne, Yaoundé, ville propre. Le reportage de nos correspondants, Marcel Amoko, Richard Tessot. Une décharge à ciel ouvert dans ce quartier populaire de Yaoundé. Autre quartier, autre poubelle au milieu de la chaussée. Ici, les riverains, comme ce jeune homme qui souhaite rester anonyme, n'ont pas d'autre choix que de déverser leurs déchets ménagers sur cet axe, faute de bac à ordures. Techniquement, il devait avoir un bac à ordures. Là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, là, on a vidé ça dans la soirée. Vous voyez comment le matin, c'est déjà tout occupé. Nous, on vit à côté, donc parfois, tu restes mal à la maison. Là, les odeurs te trouvent quand même mal à l'aise. Deux sociétés sont chargées de la gestion des ordures à Yaoundé. Isakam, Hygiène et Salubrité du Cameroun, est la principale. C'est dans cette décharge, située à la périphérie de la capitale camerounaise, que les ordures ménagères sont traitées. Vous avez travaillé où? 1400 tonnes d'ordures finissent ici chaque jour dans un balai incessant de camions. Outre les arriérés de paiement du gouvernement estimés à 14 milliards de francs CFA qui entravent son activité, Isakam déplore l'incivisme des populations de Yaoundé. Lorsque les déchets sont produits, ils sont déversés au premier exutoire
et ce qui complique la tâche d'Isacam qui est obligé de multiplier les fréquences de passage de camions pour pouvoir maintenir la ville dans un état de propriété acceptable. Face à la gravité de la situation, le ministre camerounais de l'administration territoriale a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ce jour-là, il a procédé à la distribution de 700 brouettes, pelles, balais et raclettes aux 7 mairies de la ville de Yaoundé. Objectif, faire de la lutte contre l'insalubrité une cause commune. Ce que le MINAD fait ce matin, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Je voudrais que tout le monde s'associe à cette activité parce que quand la ville est propre, la joie est collective. Quand la ville est sale, la honte est collective. C'est ça qu'il faut retenir. Une course contre la montre alors que le Cameroun s'apprête à accueillir 2 événements majeurs. La 14e conférence des ministres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et la visite du pape Léon XIV prévue en avril prochain. Domingo Chimoes Pereira a été libéré vendredi soir après plus de 2 mois de détention. Le leader du PAIGC, le parti historique de Guinée-Bissau, avait été arrêté lors du coup d'État survenu fin novembre. Fernando Dias, de son côté, candidat à l'élection présidentielle, a lui aussi pu regagner son domicile après s'être réfugié à l'ambassade du Nigeria. Ces libérations apparaissent comme un signe d'apaisement après des semaines de crise politique. Plus de détails avec notre correspondante régionale, Aminatou Diallo. C'est aux alentours de 22h que Domingo Chimoes Pereira est arrivé à son domicile en périphérie de Bissau. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, le leader du PAIGC apparaît souriant, la barbe blanche, après plus de 2 mois de détention. Arrêté lors du coup d'État, DSP a été accueilli chaleureusement par des dizaines de partisans venus l'attendre devant sa résidence, heureux de retrouver leur leader. Plus tard dans la soirée, Fernando Dias, le principal adversaire d'Umaro Sissoko Embalo lors de la présidentielle du 23 novembre, ainsi que l'ancien Premier ministre Geraldo Martins ont également regagné leur domicile. Tous deux s'étaient réfugiés à l'ambassade du Nigeria au lendemain du coup d'État où ils vivaient depuis sous protection diplomatique. Pour les Bissau-Guinéens, ces libérations sont perçues comme un véritable soulagement. La libération de Domingo Chimoes Pereira n'est pas totale. Il y a encore des restrictions sur les visites, par exemple. Mais au moins, la famille a le réconfort d'être avec lui, de pouvoir se retrouver. On se sent un peu plus tranquille en le sachant à la maison. J'espère que ces libérations ouvriront la voie au dialogue et renforceront davantage les échanges politiques. Les autorités ont fait un pas positif car cela apporte la paix et la tranquillité dans le pays. Ces retours à la liberté interviennent après plusieurs semaines de négociations entre la CEDEAO et les autorités de transition. Le ministre sénégalais de la Défense qui a accompagné la procédure, escortant les responsables politiques jusqu'à leur domicile, a salué la bonne volonté des autorités de transition et a appelé le peuple bissau-guinéen à ouvrir une nouvelle page de dialogue. On passe à notre focus de ce samedi soir consacré à l'Africa Eco Race, cette course de rallye qui traverse le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Née dans le sillage du Paris-Dakar en 2009, elle prétend à présent faire rimer aventure et respect du continent africain. Et avec notre spécialiste sport, Cédric Ferreira, nous avons reçu Elodie Medj, qui est la fille du légendaire René Medj, pour une interview à 2 voix. Écoutez. Et oui, le papa d'Elodie est une légende du sport automobile français. Parmi les plus grandes lignes de son palmarès, évidemment, les 3 victoires lors du Paris-Dakar en 1980, 84 et 86. Beaucoup de victoires automobiles. Il a aussi organisé de nombreux rallye-raids et il a surtout fait partie de l'équipe qui a fondé l'Africa Eco Race en 2009. Cette année, c'est la 17e édition. Cette course avait été lancée donc en 2009 avec l'aide de plusieurs pays africains et d'autres pilotes automobiles, dont René Medj. Le but, pour résumer, c'était de maintenir sur le continent africain un rallye-raid après le départ du Paris-Dakar en Amérique du Sud et aujourd'hui en Arabie Saoudite. Elodie, merci d'être avec nous. On vient de parler de votre papa. Cette année, vous faites la compétition avec votre frère Jonathan en catégorie historique aux commandes d'un Range Rover, véhicule mythique de votre père. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de vous lancer un tel défi.
En fait, on a voulu rendre hommage à notre papa qui a marqué l'histoire du rallye raid. Et quand il est parti il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'il avait marqué aussi les gens qu'il a côtoyés, que ce soit dans l'organisation, les pilotes, les copilotes. Et on a reçu énormément de témoignages et c'était très émouvant pour nous. Et on a voulu lui rendre hommage. Et là, on a profité des 45 ans de sa victoire en 1980 sur le Dakar pour venir ici parce qu'en fait, on voulait symboliquement revenir sur la plage de Dakar avec sa coupe. Et donc voilà, la seule solution pour faire ça, c'était de participer à l'Africa Eco Race. Et Élodie, on vous entend évidemment cette fierté de porter cette mémoire familiale, mais aussi l'aventure moderne. Mais j'ai envie de savoir, vous, en tant que femme engagée, quel regard vous portez sur ce que représente un rallye en Afrique en 2026 ? Alors, ça n'a pas beaucoup évolué. Il n'y a pas encore beaucoup de femmes sur les rallyes, mais il y en a quand même de plus en plus. Et moi, j'ai été inspirée par des femmes comme Michèle Mouton ou Jutta Kleinschmidt qui a gagné le Dakar dans les années 90, je crois. Je crois que maintenant, il y a de plus en plus de pilotes féminines sur le Dakar. Donc, ça met du temps, mais ça se met en place petit à petit. Pour parler un peu de l'aspect sportif, Élodie, vous en êtes quasiment à 1 semaine sur la route. Comment se passe la compétition jusqu'ici pour vous ? Alors, elle a été difficile au début. On a eu beaucoup de problèmes mécaniques parce qu'on a préparé notre voiture avec peu de temps. Donc, on a eu pas mal de pannes au début du rallye. Mais depuis 2 jours, elle se passe très bien. Après, on se découvre avec mon frère parce que je fais donc la course avec mon petit frère. Donc, il a fallu mettre les choses en place dans l'habitacle. Mais ça se passe très, très bien. Chacun est à sa place. On s'aide mutuellement. Et en fait, notre objectif, c'est d'arriver à Dakar. On vise pas le podium. On vise pas une victoire d'étape. On n'a pas les moyens. On n'a pas la voiture pour ça. Et nous, notre objectif, c'est d'amener la coupe à Dakar. Donc, on préserve la voiture, on prend soin l'un de l'autre et on essaye d'arriver à Dakar. Retrouvez l'intégralité de notre entretien sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne WhatsApp. C'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Darla au Lac Rose en passant par Nouadhibou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.